Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Apart. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière interview long format sous ce format-là, donc sur notre chaîne YouTube. Bonjour Léa. Bonjour Alexandre et bonjour Franck. Alors Franck, vous êtes auteur et franc-maçon. Merci tout d'abord de nous recevoir. Vous allez bien? Oui, oui, oui. Très bien. Enfin, je vous dirai Super. ça dans 5 minutes. Alors je propose qu'on commence tout de suite du coup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est, encore une fois pour vous, la franc-maçonnerie? Une voie initiatique, c'est-à-dire c'est une manière pour un individu qui se pose des questions sur le sens de l'existence, le sens de son passage sur Terre. C'est une voie pour répondre à ces questions, ou du moins moins se poser ces questions et se sentir plus en paix avec ce qui nous entoure. D'accord. Et donc, comment est-ce que vous décririez l'organisation de cette communauté? C'est très complexe, parce que la franc-maçonnerie, c'est certainement pas une pyramide, il n'y a pas de patron, il n'y a aucun patron. Il y a des élus, et ils sont élus tous de manière démocratique, ou alors c'est pas une obédience reconnue. Il y a une grosse, en France, rien qu'en France, mais imaginez que dans chaque pays c'est la même chose, il y a en France une dizaine d'obédiences de taille assez importante. Chaque obédience, le grand maître est élu, il a un bureau au-dessous, tout le monde est élu, et ils sont là pour une durée déterminée. Chaque année, ils sont réélus, personne ne peut être là plus de 3 ans. Donc tous les loges, il y a 5000 loges en France, donc les 10 obédiences en question se répartissent, il y a des plus grosses que d'autres évidemment, mais se répartissent les 5000 loges, et chaque loge est souveraine, avec à l'intérieur un président élu. Donc tout ça c'est très démocratique, il n'y a personne qui gouverne, même la loge, elle est totalement indépendante. Ce qui fait que dans une obédience, prenons la grande loge mixte de France, la mienne, d'une loge à l'autre, on n'aura pas les mêmes idées religieuses, politiques, orientation sexuelle ou idées sur la vie tout simplement. Donc c'est difficile. En fait, la maçonnerie, c'est vraiment pas fait pour faire une forme unique et un mode de pensée unique. C'est la culture de la diversité surtout. Et vous nous disiez tout à l'heure, la maçonnerie, ça repose sur des mythes. Ou sur un mythe du moins, est-ce que vous pensez que c'est aussi de là que vient cette sorte de mystification de la franc-maçonnerie? Est-ce que vu qu'on se base sur des mythes, on en devient un en quelque sorte? Est-ce qu'il n'y a pas de corrélation pour vous? Non, je ne crois pas, parce que toutes les voies initiatiques ou religieuses reposent toutes sur un mythe. Le christianisme, ça repose sur l'histoire de Dieu qui a envoyé son Fils. Son Fils est venu mourir pour nous, pour notre rédemption. Ça repose sur ce mythe. Chez les Juifs, par exemple, Moïse sauve de l'esclavage les Juifs, le peuple, et pendant 40 ans, il traverse le désert du Sinaï jusqu'au mont Sinaï, jusqu'à ce que les tables de la loi soient découvertes. Donc tout ça, ce sont des mythes. Et en maçonnerie, on a des mythes et pas forcément les mêmes. On a des mythes comme celui d'Osiris, d'Isis et d'Horus chez les Égyptiens, les maçons égyptiens. On a celui d'Hiram et de la construction du temple de Salomon dans la maçonnerie traditionnelle. On a Noé, l'arche de Noé. On a plusieurs mythes et pas seulement le même. Mais le principe est toujours la disparition de l'animateur. Toujours. Dans tous les mythes, partout, même chez Mitra ou les cultes, les autres religions, enfin les cultes à mystère, chez Mitra, c'est un taureau qui disparaît, qui est tué. Donc c'est toujours l'animateur qui disparaît et l'individu se retrouve avec le manque du père, quoi. Quelque part, c'est celui qui nous a amenés sur la voie qui disparaît et l'humain se retrouve seul. Et ce vide, il doit y avoir une substitution, il doit se passer quelque chose. C'est le mythe de quasiment toutes les religions. D'accord. Toutes les religions ou toutes les voies initiatiques comme la maçonnerie, qui n'est pas une religion. Mais alors justement, d'où vient la franc-maçonnerie? Quelle est son origine? D'où elle est née, tout simplement, son pays? Est-ce qu'il y a un pays d'origine de la franc-maçonnerie? Vous voulez que je me fasse assassiner? Je rigole à peine, parce que si vous prenez 5 francs-maçons, vous allez avoir 5 versions différentes. Il y en a un qui va vous dire que ça remonte à Adam et Ève, l'autre va vous dire que ça remonte aux compagnons, les métiers de compagnons, bâtisseurs. Le troisième va vous dire que ce sont les Templiers, on remonte jusqu'aux Templiers, donc chacun y va parce que ça fait aussi partie de l'histoire. La maçonnerie, pour faire assez simple, elle s'est structurée dans sa forme actuelle en 1717, ça fait un peu plus de 3 siècles. Ça c'est dans son organisation actuelle, mais elle existait déjà une centaine d'années avant en Écosse.
Donc on retrouve des traces vers le 15e siècle, 15-16e siècle. Donc voilà, on peut la remonter là. C'est l'agrégat de plein de savoirs, de plein de voies initiatiques, de plein de méthodes de développement personnel aussi pour la France, grâce à René Guénon ou à Oswald Birss. Donc il y a une sorte de syncrétisme de plusieurs voies qui ont donné la franc-maçonnerie. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que la franc-maçonnerie a été inventée par une seule personne. Elle s'est nourrie après, avec le temps. Elle s'est nourrie, puis elle s'est aussi appauvrie par certaines périodes avant de se renourrir à nouveau. Voilà. Et justement, on va peut-être l'amorcer tout de suite. Quelles sont ces périodes qui ont été les périodes un peu noires de la franc-maçonnerie où la franc-maçonnerie a été attaquée ? La dernière en date, c'est la plus connue, c'est celle qui a fait souffrir toutes les communautés stigmatisées, comme les juifs, comme les communistes, les tziganes, les francs-maçons aussi, on en fait partie, les dissidents, c'est la période 39-45. La fin de la Troisième République, la Troisième République a duré de 1870 à 1940. 1940, là il y a le coup d'arrêt, les nazis, qui n'étaient pas foncièrement contre la maçonnerie, mais en France principalement, il y a un certain maréchal Pétain, dont vous avez peut-être entendu parler, qui lui en voulait beaucoup aux francs-maçons, parce que c'est un franc-maçon qui l'avait stoppé dans son évolution de carrière, et donc il en a profité pour régler ses comptes, et là il a interdit, et les nazis n'avaient pas demandé ça, c'est vraiment Pétain et sa police qui ont fait ça, ont interdit la franc-maçonnerie. Donc toutes les réunions maçonniques ont été fermées, interdites, et surtout tout ce qui appartenait aux maçons, les archives, tout est parti, et on a retrouvé seulement il y a quelques années, récemment, j'allais dire en URSS, mais en Russie, on a retrouvé, on a rapatrié certaines des archives. Donc c'est Pétain, c'est le nazisme, ça a été la période la plus difficile, ça a été la période la plus cruelle, mais il n'y a pas d'autres périodes, il y a des stigmatisations par moment avec certains dirigeants qui n'aiment pas, et puis il y a l'Église surtout, l'Église qui n'aime pas du tout, qui voit une concurrence et qui prétend que la maçonnerie lui est hostile. Or non, la maçonnerie, du moins la maçonnerie sociétale, a beaucoup œuvré pour la séparation de l'Église et de l'État, donc a œuvré pour la laïcité, ça on doit ça à des francs-maçons au début du siècle dernier. Donc ça, merci à la franc-maçonnerie. Nous sommes dans une société laïque aujourd'hui. Ça, c'est la franc-maçonnerie. Mais depuis, la franc-maçonnerie n'a rien contre l'Église, et beaucoup de maçons sont des chrétiens, des musulmans, des juifs pratiquants. Et il n'y a pas d'antinomie du tout entre les deux. Il y avait aussi la période un peu compliquée, je crois, de la Révolution française de 1789, c'est ça ? Oui, alors c'est une période compliquée, mais c'est pas une période compliquée que pour les maçons, c'est une période compliquée pour tout le monde, avec des périodes, enfin il y a des communautés qui ont aussi beaucoup souffert. Si vous demandez aux Vendéens, ils peuvent en témoigner, mais les maçons, là c'est assez intéressant, parce que quand on prend la Révolution, certains prétendent que ce sont les maçons qui ont poussé à la Révolution. De toute façon, il y a toujours un maçon derrière. Oui, il y a toujours ces maçons, ils font tout. C'est les maçons. Le soleil se lève, c'est les maçons, quoi. Non, quand on prend la Révolution française, mais c'est la même chose pour la Commune 1870, c'est exactement la même logique, c'est qu'il y avait autant de maçons qui étaient révolutionnaires que de maçons anarchistes. Donc, de toute façon, les maçons, je l'ai dit tout à l'heure, ne sont pas une communauté unique, avec une pensée unique. Vous avez autant de maçons à gauche que de maçons à droite, et très peu à l'extrême, parce que c'est pas du tout dans l'esprit de la maçonnerie. On ne peut pas être maçon extrême, on est dans la voie du milieu. Mais on peut être le milieu gauche ou le milieu droit, mais on n'est pas dans l'extrême, c'est antinomique, quoi. Alors je rebondis on repart dans des temps encore un petit peu plus anciens. Il y avait Maître Philippe de Lyon, qui était donc un grand alchimiste, un grand rebouteux français, qui a même été jusqu'à soigner les tsars en Russie. Enfin, c'était quelqu'un d'assez important. Il avait tendance à condamner la franc-maçonnerie, et au-delà de ça, les sociétés dites un peu secrètes, entre guillemets. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, il est encore nécessaire de rester encore un petit peu caché ? Ou c'est quelque chose Comment vous le ressentez, vous, cette notion de secret encore ? C'est une question bien compliquée que vous me posez là. Enfin, elle n'est pas compliquée, elle est simple, mais elle est complexe. Elle nécessite de fort développement. Si vous posez la question à 3 maçons, vous aurez 3 réponses absolument différentes. Mais la mienne, et c'est celle sur laquelle je travaille en ce moment, je suis pour moi une vulgarisation. Vulgariser le sacré.
Et vulgariser le sacré, ça veut dire ne pas le profaner. Ça veut dire le rendre accessible, le rendre audible, ne pas le mystifier inutilement, ne pas faire des mystères inutiles, parce que plus vous essayez de mystifier, plus vous attirez les gens qui veulent dévoiler le secret. Mais une fois qu'ils ont levé le voile et qu'ils se rendent compte qu'en dessous, il n'y a rien, qu'est-ce qu'ils font? Ils repartent et ils disent, mais il n'y a rien du tout. Ou pire, il se passe des choses et on me l'a caché et on nous dévoile justement ce qui est montrable, mais l'essentiel n'est pas montrable. Et là, on nourrit les théories du complot. Donc, moi, je suis absolument favorable à une vulgarisation, mais à garder les secrets de la maçonnerie et d'expliquer pourquoi il ne faut surtout pas les dévoiler. Parce que celui qui veut dévoiler les secrets de la maçonnerie va sur Internet, avec un peu de talent, on trouve très vite tout ce qui s'y passe, tous les rituels sont là, on peut tout trouver. Eh bien, sachez que les nazis, quand ils sont arrivés en 1939, ont fait exactement ce travail-là. Ils ont récupéré tous les rituels, ils ont trouvé quelques collaborateurs qui ont tout dévoilé, et ils se sont dit, mais il y a autre chose, c'est pas possible. Ben oui, ils n'ont rien trouvé. Alors, comme ils n'ont rien trouvé, ils ont organisé au Grand Palais à Paris une exposition avec des temples, tout le matériel, ils ont tout montré, les rituels, pour dire aux gens, voyez ce qu'on vous cache, c'est tout ça. Les gens sont venus, ont regardé, n'ont rien vu, sont repartis. C'est comme dans ce temple, l'essentiel est invisible pour les yeux, il n'y a que le cœur qui peut bien voir, hein, c'était Saint-Exupéry. Hein. Donc c'est le cœur, c'est le travail du cœur. Je ne peux rien vous dire de plus. Moi, ce que je propose, c'est vraiment d'expliquer ça et de démystifier. Voilà. Mais c'est pas facile, parce que quand on rentre le soir et qu'on ressemble à James Bond parce que papa il est allé en tenue et il est franc-maçon et secret, c'est beaucoup plus important que de dire bah, papa il est allé boire un petit coup de rouge à la fin et puis il a fait des trucs que je comprends pas bien avec des équerres, des compas, ça rien. Mais quelque part c'est pas facile de dire à son homme ou à sa femme, c'est ma chérie, il se passe rien de fantastique, je peux t'expliquer un petit peu le symbolisme, tu verras qu'il n'y a rien de magique dans tout ça. Ce sont des choses simples, c'est les choses de l'univers, de ce qui est autour de nous. Il n'y a rien de caché, justement. C'est parce que c'est juste là, il suffit de regarder. Et la franc-maçonnerie ne fait peut-être que ça, d'ouvrir les yeux, tout simplement. Et justement, vous vous montrez aujourd'hui à visage découvert, et vous nous parlez depuis plusieurs heures de la franc-maçonnerie. Est-ce que ça peut vous être reproché par des membres? Oui, oui, ça va m'être reproché parce que c'est strictement interdit, c'est 135 €. Bah oui, il faut un masque. Et j'ai pas de masque. Voilà, c'est le seul problème que je vais avoir. J'ai appelé mon grand maître à la Grande Loge Mixte de France. Je lui ai dit, est-ce que c'est autorisé d'aller dans le temple? Il me dit, mais aucun problème, avec plaisir. Quand je dis, on n'a rien à cacher. On cache nos travaux pour ne pas priver ceux qui rentreront. Mais dans le temple, vous voyez là, on n'a rien retiré avant de vous faire rentrer. Et tous les temples maçonniques ressemblent tous à ça. Donc, est-ce que moi, on va venir me dire après, mais tu t'es montré? Non. En maçonnerie, le secret, c'est le secret du travail dont je vous ai parlé, mais il y a un deuxième secret. C'est le secret de l'appartenance. Je n'ai pas le droit de dire, lui là-bas est franc-maçon. Ça, je me suis engagé, c'est un serment, et je le respecte. Je ne dévoile jamais l'appartenance de quelqu'un. En revanche, il n'a jamais été dit pour qui que ce soit et nulle part, tu as interdiction de dévoiler ton appartenance. Donc tout franc-maçon a le droit de dire « je suis franc-maçon ». Il a le droit, mais il n'a pas le droit d'impliquer les autres. Voilà, c'est le seul secret. Et comment vous expliquez qu'il y a certains francs-maçons qui nourrissent encore ce mystère sur sont-ils francs-maçons, ne le sont-ils pas? On parle beaucoup de politique, peut-être qu'ils le seraient. Il y a une espèce de sorte de grande nébuleuse autour de ça. Comment vous expliquez, vous, que certains, s'il ne se passe rien d'incroyable, du coup, se cachent encore derrière ce grand mythe qu'est la franc-maçonnerie? Alors ça, c'est une question bien épineuse, parce que comment faire trouver la réponse? Et nous, on en a déjà parlé, et je pense que la meilleure explication, c'est qu'aux États-Unis, en Amérique du Sud, la franc-maçonnerie se montre. Ils se promènent dans la rue, s'il y a écrit ici le temple maçonnique, ils ont des voitures avec l'équerre et le compas dessus, donc on ne se cache pas. Chez les Anglais, on ne se cache pas non plus, comme c'est discret, mais c'est pas, ça ne se dévoile pas. Nous, chez nous, on a vraiment le culte du secret. Pourquoi? Il y a une raison très simple, c'est qu'à partir du moment où des milliers de frères, surtout des frères à l'époque, il y avait beaucoup moins de sœurs, mais que des frères sont partis dans les camps de concentration et un grand nombre n'en sont pas revenus à cause de leur appartenance maçonnique, vous vous doutez bien que pour des générations après, il y a toujours cette inquiétude, et moi je le vois chez certains frères, on dit mais attention, sois prudent, parce que demain matin, les nazis reviennent sous une autre forme,
ce sera peut-être pas les nazis, mais tu seras le premier à partir dans les camps. Donc il y a toujours cette peur qui est là. Il n'y a pas encore longtemps, moi j'ai travaillé en loge avec des frères qui ont connu cette période-là. Donc elle est encore très vivante. Donc je pense que c'est surtout ça, ce culte du secret, il est animé beaucoup par la peur. D'accord. Voilà. Mais il me semble que les nouvelles générations vont s'ouvrir et ont tout intérêt à s'ouvrir. Et probablement l'arrivée des femmes va favoriser ça aussi. Il faut qu'il y ait plus de sœurs, plus de femmes à entrer en franc-maçonnerie pour quelque part humaniser dans sa totalité, pas uniquement masculiniser, c'est humaniser avec la part de masculin et de féminin, et puis d'ouvrir, cacher ce qui doit l'être et expliquer pourquoi c'est caché, et puis montrer ce qui peut être expliqué, parce qu'il n'y a rien de mystérieux. Et justement, du coup, une de nos questions, et une des questions que certaines personnes nous avaient posées aussi en live, donc on n'a pas pu nécessairement vous la poser, c'était quelle est la place en fait de la femme dans la franc-maçonnerie? Est-ce qu'il y a une place particulière où tout le monde est entre guillemets égal? Ah oui, il n'y a pas de sexe, de genre. En loge, nos rituels ne disent pas la femme doit être, elle, dans la cuisine de la loge. Non, ça n'existe pas. Ça, c'était peut-être au siècle dernier, en dehors des loges aussi, parce que dans les loges, ça n'a jamais existé. Non, la femme a exactement la même place, fait exactement le même rituel. Et quand on est dans les travaux, moi je travaille dans une loge mixte, ça fait une dizaine d'années que je suis passé en mixité, mais je suis né maçonniquement dans une loge monogenre homme. Et un jour, j'ai eu besoin, c'était pas une envie, c'était un besoin de travailler avec du principe féminin. Et le principe féminin, c'est jusqu'à preuve du contraire, c'est la femme qui en est porteuse. Donc j'ai eu besoin de me trouver en mixité. Et moi, le travail en mixité, c'est un travail de complément. Tout comme on a la lune et le soleil, la lune c'est le féminin, le soleil les deux sont complémentaires. C'est peut-être, on dit opposé, mais c'est opposé dans sa complémentarité ou le contraire, mais j'en ai besoin. Et donc la femme a exactement, socialement, les mêmes droits, une femme peut être vénérable, il n'y a aucune discrimination. Et alors, il y en a plein qui se demandaient aussi sur le live et ailleurs, dans d'autres questions, qu'est-ce qu'on recherche lorsqu'on devient franc-maçon? Est-ce que c'est une quête intérieure, comme vous nous l'expliquiez un petit peu sur Instagram? D'ailleurs, si vous voulez voir, tout le reste est sur Instagram. Qu'est-ce qu'on recherche? Je ne sais pas ce qu'on recherche. Moi, je peux vous dire ce que je recherche, mais je ne sais pas. Moi, ce que je recherche, c'est moi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, je découvre sans cesse des parties, j'éclaire petit à petit. Il y a une phrase d'Oscar Wilde que j'aime beaucoup. Il dit « Devenez vous-même, les autres sont déjà pris ». J'aime cette phrase parce qu'en fait, c'est devenir soi. C'est-à-dire occuper pleinement l'espace. Et ce travail du soi ne peut pas se faire couper des autres. À partir du moment où on commence à se couper parce que la classe sociale nous coupe, la couleur va nous couper, le grade maçonnique viendrait nous couper, mais ce serait catastrophique. Il y a seulement dans la compréhension qu'on vient tous du même endroit et on finira tous au même endroit. Et c'est ça que je viens chercher en maçonnerie. Maintenant, ceux qui entrent en maçonnerie, le on dont vous parliez tout de suite, j'en ai vu, et puis ils sont nombreux, ce ne sont pas des cas isolés, qui viennent pour chercher du pouvoir. Parce que quand ils vont rentrer à l'intérieur, ils vont rencontrer plein de gens très 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 riches, ceux qui gouvernent le monde avec leurs copains Illuminati, et qui ont des copains reptiliens. Mais tout ça, c'est du fantasme, ça n'existe pas. C'est dans l'imaginaire. Je vous assure, j'ai jamais rencontré un reptilien. Et ceux qui rentrent en loge pour ces fantasmes, ils vont repartir aussi vite parce qu'il faut travailler en loge. Et travailler sur soi, ça nécessite et du temps et 1% d'inspiration, 99% de transpiration. Voilà, c'est à peu près ça. Et donc par contre, faire partie de la communauté franc-maçonnique, ce n'est absolument pas dans votre vie de tous les jours un frein à votre appartenance à la communauté nationale. Oui, c'est certain. C'est certain parce que en loge, on n'est pas entouré de gens qui pensent comme nous. On est entouré précisément, une loge qui serait composée que de gens qui seraient tous riches, blancs, bien nourris, bonne santé. On va venir, qu'est-ce qu'on fait ?
on va se parler. Donc, je pense que le Nasdaq est en train de monter. Bon, très bien, tout le monde est d'accord. Je pense que... oui, je suis d'accord. Tout le monde pense pareil. Qu'est-ce qu'on fait? Comment une pierre peut passer de brute à une pierre taillée, une pierre cubique? Il faut qu'elle se frotte. Et si elle se frotte sur une surface qui est identique ou qui... C'est par la complémentarité et la différence qu'on grandit. Donc il faut différer, et c'est par cette différence qu'on peut soi-même, par le travail de tolérance au début, d'acceptation ensuite, et c'est comme ça que l'être va évoluer. Mais une loge qui serait toute... Alors quand on arrive dehors, comme on a travaillé la tolérance, on a travaillé... En fait, on est en totale sécurité parce qu'on sait qu'à l'intérieur, nos frères et nos sœurs ne nous feront pas mal. Donc, on est avec des gens différents, mais qui sont bienveillants. Alors, lors de notre interview du frère Marc-Antoine, il disait quelque chose d'intéressant. Il disait que lui, pour faire partie de cette communauté des frères dominicains, il avait dû abandonner, d'une part, un petit peu de ses libertés individuelles, mais que ça valait le coup pour entrer dans cette communauté. Est-ce que vous avez dû abandonner un petit peu de cette liberté que vous aviez tout seul pour prendre part à quelque chose de plus grand avec plus de personnes? Oui. Oui, certainement pas dans la même mesure que le frère, parce que lui déjà, il est enfermé. C'est à l'intérieur d'un lieu où il est enfermé beaucoup plus longtemps que les francs-maçons. Mais c'est tellement plus agréable de passer des soirées devant la télé avec les pop-corn, la bière. Bon, je mange pas de pop-corn ni je bois pas de bière, mais c'est avec les pieds sur la table à regarder le foot. Désolé, je ne regarde pas le foot non plus, mais voilà, l'oisiveté, ça peut avoir du bon, c'est très bien. Oui. Non, la maçonnerie, il y a des fois, on se dit, ben voilà, j'avais envie de rien faire, j'avais envie d'être oisif, et là, je me mets à travailler, je me mets à aller voir les autres. Ben, c'est la glorification du travail. Et le travail, c'est l'action qui fait qu'entre le moment où on sort du ventre de sa mère et le moment où on va quitter cette terre, entre les deux, on va œuvrer pour ressortir meilleur qu'à l'arrivée. Et ça se fait forcément avec des efforts. Je ne connais pas beaucoup de gens qui réussissent, qui accomplissent en attendant simplement que ça arrive. Même celui qui pleure Dieu parce qu'il n'a pas gagné au loto, Dieu arrive et lui dit mais achète un billet au moins. c'est la note d'humour, mais c'est un peu ça. Essaye de faire un effort, va acheter ton billet. Ben, le maçon, il doit travailler. Moi, comme tout le monde, comme toute personne, quand on fait une voie d'arts martiaux par exemple, je vous parlais d'arts martiaux, il faut aller le soir, on a envie de rester au chaud en plein hiver, mais non, il faut aller à l'entraînement. C'est la même logique. En fait, il a fallu aller à l'école, il faut aller au travail, il faut. Oui, le problème, c'est tant qu'il faut. Parce que il faut, c'est un devoir. Mais quand ça devient un plaisir, parce qu'on en comprend le sens, à ce moment-là, ça ne coûte plus rien. C'est gratuit, on est payé, on reçoit un vrai salaire. Donc, en fait, c'est d'arriver à comprendre le sens de ce que nous faisons quand on vient, et on perd quelque chose pour gagner autre chose. Eh bien, c'est mourir à un monde ancien, le monde profane, le monde d'avant, pour arriver à quelque chose qui nous conduit vers une lumière, c'est-à-dire un alignement de soi pour être à la juste place. Ça se fait rarement en restant assis devant la télé, quoi. On va vous poser une question qui, je pense, va être compliquée. Est-ce que vous pourriez établir le portrait robot du franc-maçon de 2020 ? Est-ce que c'est quelque chose de faisable ? Oui, il a une veste bleue, une chemise blanche, il a un jean aujourd'hui, mais pas tous les jours. Non, il n'y a pas de portrait robot, hein. Ça c'est absolument impossible parce que ils n'ont pas tous deux jambes, ils n'ont pas tous deux yeux, ils ne sont pas tous du même poids, de la même couleur, du même genre, du même choix politique, ils sont complètement tous différents. Vous avez le spectre complet de toute l'humanité. C'est impossible de créer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne fait pas de formation en maçonnerie. Il n'y a aucune formation. Il y a de l'instruction. La formation, c'est pour faire une forme. Ça voudrait dire que les maçons ressembleraient à une forme. Et c'est ça votre question. Eh bien, le maçon, il est instruit. C'est-à-dire qu'il s'élève et il s'élève en révélant le meilleur de lui-même. Donc il devient lui-même. Et comme on est tous différents, il n'y a pas deux maçons qui se ressemblent. Voilà, c'est la réponse. Je suis content de ma réponse. Et alors, il y a toujours ce mythe, on en parlait un peu plus tôt, de l'influence des francs-maçons sur les gouvernements, sur l'Assemblée nationale, sur les prises de décision.
Est-ce que c'est une influence qui a évolué, qui était peut-être plus présente sous la troisième, qui aujourd'hui s'amoindrit? Qu'en est-il aujourd'hui? D'abord, je ne suis ni au gouvernement, ni influenceur de gouvernement. Donc, il se passe certainement des choses sans qu'on me prévienne. Déjà, il faut que vous sachiez, je ne suis pas au courant de tout. Les chiffres que j'ai et ce que j'en connais, je connais des maçons qui sont en politique. Je connais... mais vous dire qu'aujourd'hui, la maçonnerie, les politiciens sont aux ordres avec les maçons, c'est une rigolade. Quand un industriel arrive, un industriel ou un entrepreneur américain qui gérerait par exemple un réseau social, on ne donnera pas de nom, mais donc quand Zuckerberg arrive à Paris et qu'il rencontre Macron, qu'est-ce que vous croyez? Les deux, effectivement, qui parlent de business, c'est pas une visite de courtoisie parce que l'autre va lui demander de visiter la Tour Eiffel ou de pouvoir dîner au Jules Verne en priorité. Ils sont là pour parler vraiment affaires. Quand les grands maîtres rencontrent une fois par an le président de la République, c'est juste une courtoisie, exactement comme le grand rabbin, l'archevêque machin. Ils viennent, ils saluent le président est obligé de les écouter, de les entendre, d'écouter ce qui se dit, mais ça n'a pas une réelle influence. Ce qui a une influence aujourd'hui, c'est un cabinet de lobbying à Bruxelles qui va voir des députés européens en disant « Nous venons non pas pour vous donner une enveloppe avec de l'argent, mais pour vous informer de l'intérêt d'utiliser tel et tel produit. » Aujourd'hui, il y a un tel lobbying politique. Qu'est-ce que vous croyez qu'un maçon, au nom du serment de la fraternité, je vais te demander de... Cependant, cette influence, elle a existé dans le passé. Ben oui, parce que la structure politique n'était pas la même. Si vous parlez de cette glorieuse époque, pour certains maçons, parce que moi, ça me fait pas, ça me met pas en joie spécialement. Et je dirais même que ça me dérange parce que ça crée un amalgame entre les deux. C'est difficile de dire après, mais pas du tout. La maçonnerie, moi, l'intérêt pour moi, je fais de la maçonnerie uniquement spiritualiste. Moi, la maçonnerie politique ou sociétale, la sociétale m'intéresse pas et la politique encore moins. Puis je vois pas du tout l'intérêt. Un frère qui serait ministre, qui est en face de moi, ben, j'ai un frère en face de moi. Si j'en ai un autre qui est plombier à côté, bon, très bien, quoique j'aurais plus besoin, je pense, du plombier que du ministre, parce que le ministre peut rien faire pour moi. Le plombier, de temps en temps, c'est utile. Donc, non, ça c'est aucun intérêt. Mais ça a été, effectivement, sous la Troisième République, il y a eu une influence où il y avait environ, on dit, pratiquement 8 sur 10 des ministres dans les gouvernements étaient maçons. Parce qu'il y avait une sorte de vacance de la politique à ce moment-là, et la franc-maçonnerie a pris la place pour remplacer à cette époque la carence politique et le manque. Donc là, ce sont les maçons les plus impliqués, et c'était une maçonnerie non pas caritative comme on en a une dans le monde anglo-saxon, mais une maçonnerie plus politisée. Mais ça a été arrêté pendant les 6 années de guerre. Là, ça a été totalement terminé, et il a fallu ensuite reconstruire toute la maçonnerie. Et toute la maçonnerie d'après-guerre, elle s'est reconstruite avec le plan Marshall. Le plan Marshall a insufflé dans l'économie des milliards pour reconstruire. L'économie s'est emparée du monde pour arriver au monde économique et mondialisé que nous avons aujourd'hui. Et la franc-maçonnerie n'est pas montée dans le train du tout et n'a aucun pouvoir. Ça se saurait très très vite. Aujourd'hui, c'est sans pitié. On le voit dans les élections, tout le monde est dénoncé. S'il y en a un qui est franc-maçon, on le regarde. Des francs-maçons, on va vous donner des noms, Xavier Bertrand, ancien franc-maçon, démissionné. Manuel Valls, ancien maçon, démissionné. Cahuzac, ancien maçon, viré. Parce que suite à ces mensonges, et puis heureusement d'ailleurs, c'est inadmissible. Voilà, donc quand il y a un maçon, il est ou démissionnaire quand il fait des trucs pas bien, parce que de toute façon c'est partout pareil, que ce soit un ministre ou pas. Et puis quand ils deviennent importants, Xavier Bertrand, le jour où il a pris des fonctions politiques, il n'est plus venu en loge. Et il a fini même par démissionner. Manuel Valls, il ne pouvait pas être ministre et maçon. C'était inconcevable. Et vous parlez de Premier ministre et de ministre. Est-ce que des présidents de la 5e ont été francs-maçons? J'en connais pas un seul. J'en connais pas un seul. La question, c'est Macron, est-il maçon? Ma connaissance, non. Non. Ou alors il était initié la veille de son investiture. Mais à ma connaissance, je l'ai croisé dans une loge. Je connais personne qui a travaillé avec lui. Et non, c'est les présidents. Il y en a un, paix à son âme, il vient de nous quitter hier, qui avait demandé à ce qu'on vienne l'initier
à ce qu'on vienne l'initier à l'Élysée. On lui a dit non, désolé, c'est pas comme ça que ça fonctionne chez nous. D'accord. Donc voilà, je crois que c'était lui ou son prédécesseur. Mais bon, une fois, il y a eu une demande, mais personne, mais un président qui serait maçon. Mais heureusement qu'on n'a aucun président franc-maçon. Aucun. Ce serait catastrophique pour la franc-maçonnerie spiritualiste. D'accord. Et à l'inverse, par contre, c'est arrivé dans d'autres pays du monde que certains présidents aient été francs-maçons en même temps que leurs... États-Unis. Aux États-Unis, notamment. Aux États-Unis, il y a plein d'exemples, mais la maçonnerie aux États-Unis n'a plus du tout la même... ni la même structure, ni le même principe, ni les mêmes buts que la maçonnerie française. Alors le 8 décembre prochain sera votée la loi sur le séparatisme, anciennement appelée communautarisme. Est-ce que vous, cette loi, elle va avoir un impact sur votre communauté ou des conséquences, ou est-ce que ça ne va rien changer du tout? On n'en parle pas du tout. Je ne sais pas. Non, je ne peux pas vous dire, on ne parle pas de ça en loge. Et puis, déjà... On a eu un peu cette discussion lorsqu'on s'est parlé avant l'interview au téléphone, et vous avez eu mon avis sur le communautarisme. Je me dis, le communautarisme, c'est de se réunir en communauté pour un objectif commun. Si c'est un objectif personnel, c'est bien. Si c'est un regroupement contre quelque chose, ça devient dangereux. Donc là, effectivement, quand des personnes se regroupent contre une autre communauté, là, ça devient hostile. Et là... Non, je ne suis pas du tout d'accord. La maçonnerie, on ne se regroupe pas contre quelqu'un, on se regroupe pour se développer soi. Donc, ça ne nous touche pas. Et je pense d'ailleurs, cette loi, je ne suis pas dans la politique, je l'ai dit tout à l'heure, mais elle touche essentiellement certaines religions, et personne n'est dupe, hein, c'est l'islam qui est visé, et le christianisme qui est en danger. Donc, c'est une façon de se protéger, de mettre une digue supplémentaire. Ça sert uniquement à ça, mais ça ne vise pas du tout les francs-maçons. J'ai vu aucune circulaire passer, mot d'obédience n'en parle pas. Chez les autres, j'ai demandé, personne n'en parle. Parce que je ne sais pas si je veux de l'information, j'allume C8 ou BFM ou LCI, mais ou je vais peut-être lire Le Monde plutôt, c'est peut-être plus utile, en fait, j'avais raison. Mais si je veux du prêt-à-mâcher intellectuel, j'irai voir les chaînes dont je parlais tout de suite. Donc un franc-maçon lyonnais nous a parlé il y a quelques jours et nous a affirmé, en tout cas il pensait que la franc-maçonnerie était un indicateur de la démocratie d'un pays. Si la franc-maçonnerie était présente dans le pays, c'est que la démocratie se portait plutôt bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette théorie? Ah ben oui, ce frère lyonnais est bien avisé parce qu'il a complètement raison. Quand un président commence à interdire la maçonnerie ou la faire surveiller, c'est qu'on est en danger. Pourquoi? Parce que les maçons sont des êtres libres. Franc, c'est free mason. Donc ce sont des gens qui sont censés être libres. Celui qui est libre, qui devient lui-même, commence par penser et s'exprimer librement. Vous imaginez bien que dans une dictature, les gens qui s'expriment, déjà qui pensent, c'est pas très à la mode, mais quand ils commencent à s'exprimer, là ça devient un vrai problème. Généralement, on les met tous ensemble et c'est pas dans des loges. Il y a du grillage autour, c'est moins accueillant. Et là, les dictatures, effectivement, n'aiment pas du tout les maçons. On va prendre un exemple très concret d'un pays, le Chili. Le Chili, en 1945, il y a un certain Allende qui parraine un filleul qui s'appelle Pinochet. C'est son filleul. 25 ans plus tard, on sait ce qui s'est passé. Le filleul a assassiné le parrain. C'était deux francs-maçons. Comme quoi, c'est toujours... Il y a le meilleur et le pire. Il y a des crapules. Et ben voilà, on a un exemple d'une crapule de quelqu'un qui n'avait rien à faire en maçonnerie, mais qui n'est pas resté très longtemps non plus. Il y a des gens qui sont entrés en maçonnerie, ils ne sont pas maçons. On devient maçon. Et devenir maçon, c'est se libérer. Et c'est très dangereux pour qui souhaite contrôler un pays, parce que la franc-maçonnerie s'oppose. Et les francs-maçons ne sont jamais d'accord entre eux. Vous mettez une loge, vous aurez moitié droite, moitié gauche, mais mettez à l'extérieur un dictateur,
je je vous donne mon billet que vous allez avoir une loge totalement unie qui subitement va se mettre contre le dictateur. Donc ça veut dire que les maçons ont leur propre avis, mais il y a un truc sur lequel tous les maçons se rejoignent, c'est la liberté. Et ça, quels que soient les partis, il n'y a jamais de petits accords où on ne concède jamais rien. Mais on peut ne pas être d'accord, on peut être révolutionnaire ou royaliste. À la commune, c'était pareil, il y en avait des deux côtés, mais pour tout, il y a toujours deux côtés. La peine de mort, il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. L'IVG, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. On ne peut pas trouver une unanimité. Mais mettez immédiatement un dictateur qui va dire... à partir de Tout est maintenant, fini, ouais. tout est fini, vous allez voir que vous avez... là, tous les maçons sont tous frères là, pour ça. Parce que la maçonnerie est vraiment garante de cette liberté. C'est important. D'accord. Alors j'aimerais bien terminer sur une question. À part, c'est donc le nom de notre média. Ouais. Est-ce que vous, en appartenant à cette communauté de la franc-maçonnerie, vous vous sentez à part? Alors, je me suis senti à part, oui. Je vous ai dit tout à l'heure, je suis entré mais il y a quasiment une vingtaine d'années et j'avais la quarantaine passée. Et quelque part, j'avais mis tellement de temps à rentrer, je vous le dis honnêtement, hein, j'avais mis tellement de temps, ça, j'avais pensé, j'ai dit, oh, quand je serai franc-maçon. Et au tout début, je me suis dit, je suis franc-maçon. Oh. Et je marchais dans la rue en me disant, je suis franc-maçon. Mais j'ai eu la même chose quand je me suis inscrit dans un club de karaté, je crois, la première fois, et surtout quand j'ai eu ma ceinture noire, mon premier dan. J'allais dans la rue, et j'ai dit, mais tous ces gens que je croise, là, ils sont pas au courant que je suis ceinture noire, premier dan, s'ils le savaient. C'est un peu pareil, mais ça dure, ça généralement pas très très longtemps. Ça dure quelques jours, quelques semaines, et petit à petit, je me suis dit bon bah ok, me promener dans la rue, je vais pas me faire une veste avec écrit dans le dos je suis franc-maçon. Je me suis dit ça change rien dans ma vie autour avec mon. En revanche, le travail, plus j'ai travaillé, plus quelque part ça s'est banalisé parce que l'appartenance, c'est comme tout, c'est comme une voiture luxe. La première semaine, vous regardez si tous les voisins vous regardent, et puis au bout d'un moment, vous roulez dans votre voiture, quand vous n'êtes plus là à regarder les gens qui vous regardent. Eh bien, là, c'était la même logique. C'est qu'assez rapidement, ça s'est banalisé, mon appartenance. En revanche, le travail, et aujourd'hui, je continue à faire cet effort de ne surtout jamais créer, de me dire, ah, lui est profane, moi je suis initié. Parce que initié de quoi? Si vous saviez le nombre de maçons que j'ai rencontrés, qui étaient moins initiés en termes d'évolution et d'élévation que des gens qui étaient sur d'autres voies, ou même qui n'avaient rien fait du tout, qui, eux, avaient fait un réel travail, un vrai chemin, sans utiliser les outils maçonniques ou autres. Donc, j'ai vu ça dans tellement de voies qu'aujourd'hui, je reste très humble par rapport à ça. Et la meilleure chose, c'est surtout de s'empêcher de comparer. On ne compare pas deux individus, deux êtres sont différents. Et la maçonnerie, c'est propre à chacun. Quand je rencontre j'ai des amis qui pratiquent activement le christianisme, eh bien, on échange. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les points communs. C'est les choses qui vont m'aider à comprendre dans ma voie ce que je travaille. Et ça peut se faire qu'en échangeant dans nos expériences communes. Mais pas en comparant, en disant, tu sais qu'on est plus nombreux, ou on est meilleur, ou on a gagné le dernier championnat de spiritualité, championnat du monde de spiritualité. C'est ridicule. C'est quelque chose qui se vit intérieurement avec des chemins différents. En fait, la meilleure image, et je pense qu'on pourrait conclure avec ça, c'est imaginons une montagne unique, avec des chemins tout autour qui montent, avec d'un côté, il y en a un qui a une robe orange, avec le bouddhisme, un autre qui va être avec la kippa, ça peut être le rabbin, le curé, ça ce sont des religions. Il y a l'autre qui est en costume ou en jean, c'est le philosophe. Là, c'est plus une religion. Le bouddhisme n'est pas une religion non plus. Et puis, il y a le maçon, c'est une voie aussi. Mais tous, s'ils font le chemin jusqu'à l'unité c'est la cime, eh bien, on va tous arriver et on va tous retrouver la même cime. Donc, on ne va pas perdre du temps à s'engueuler pour la beauté de son chemin ou savoir s'il est plus ou moins escarpé. Voilà, on fait son chemin, on avance et puis on se retrouve tous en haut au même endroit parce qu'on finira tous au même endroit. Franck, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis au long de toutes ces semaines, voilà, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook et YouTube.
Notre contenu n'est pas terminé, restez connectés sur nos réseaux parce qu'il y a encore de belles choses qui arrivent jusqu'à la fin de notre média qui arrive dans les prochains jours. Et d'ici là, écoutez, on se retrouve sur nos réseaux sociaux. À bientôt et merci de nous avoir suivis. Et puis on pourrait peut-être se quitter sur une petite musique de Mozart, parce que je sais qu'il était franc-maçon. Ça vous dit? Mais avec grand plaisir, je laisse le choix. Parfait. Alors on se quitte sur Mozart.